Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Caféine pour une nouvelle année 2021. Je suis Marvin Lotti Lutonadio et au nom de toute l'équipe, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Thomas Sankara disait que ça va nous coûter de la vie peut-être, mais nous sommes là pour risquer, nous sommes là pour oser et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte. Aujourd'hui, nous allons parler de cette audace avec un Congolais qui vient d'écrire un livre intitulé « Osons le développement ». Marc-Alain Monteau est consultant en business développement. C'est un acteur politique, mais aussi le président d'une association dénommée Kimia. Il vient nous parler d'un ouvrage qui retrace pas mal de problèmes de l'heure. Ce sont des problèmes auxquels fait face le continent africain. Il retrace ici quelques points. Il fait des propositions dans un contexte plus ou moins général. Je ne vous en dirai pas plus, en tout cas pour commencer cette belle émission. Restez scotchés et nous découvrirons ensemble que nous réserve cet ouvrage « Osons le développement » et c'est bientôt maintenant dans Caféine. Marc-Alain Monteau, bonjour. Bonjour Marvin. Et bienvenue dans Caféine en tout cas. Merci, le plaisir est pour moi. Je tiens personnellement d'abord à vous souhaiter une heureuse année 2021. Merci, pareillement. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous avez écrit un essai intitulé « Osons le développement ». Effectivement. Pourquoi avoir donné un titre à cet essai qui porte sur le développement ici? Pourquoi écrire « Oser le développement » ? D'accord. Alors, « Osons le développement » est une exhortation, en réalité, une exhortation auprès des peuples africains de considérer les urgences saillantes sur le continent, parce qu'il y a des choses à faire. C'est vrai que l'Afrique, aujourd'hui, se développe à une vitesse exponentielle, tant sur le plan démographique que sur le plan social. Mais ce développement implique des nouveaux challenges, des nouveaux défis. Et je pense que nous devons prendre à bras le corps tous ces challenges, tous ces défis, pour que nous puissions transformer cette opportunité en véritable profit pour l'Afrique. Parce qu'en réalité, ces opportunités peuvent se transformer en fardeau, par exemple avec la difficulté de l'autosuffisance alimentaire, avec la faim qui sévit sur le continent, les difficultés d'éducation. Donc cette croissance qui en réalité est une opportunité pour l'Afrique peut se transformer en véritable fléau si nous ne prenons pas à bras le corps ou si nous ne prenons pas conscience de ce qui nous implique, de ce qu'il nous faut de faire au plus vite. Alors, quand on lit cet ouvrage, on commence déjà ici sur un premier concept qui est le développement. Vous essayez de donner une définition du développement et également de dire qu'il y a urgence d'agir. Pourquoi est-ce qu'il y a urgence d'agir quand on présente ici déjà le développement dans toute sa sphère? Quelle est l'urgence ici pour le continent africain? Aujourd'hui, l'urgence d'agir se rapporte à ce qui menace le continent. Et si vous lisez cet essai, vous allez vous rendre compte que je sors des chiffres qui sont issus des organismes internationaux qui se penchent effectivement sur ces problématiques, notamment sur la faim, notamment sur le réchauffement climatique, sur l'éducation. Et vous allez voir que les chiffres sont suffisamment alarmants, notamment sur l'agriculture, par exemple, qui représente 70% à peu près des emplois sur le continent et qui aujourd'hui est menacée par le réchauffement climatique. Parce qu'il suffit aujourd'hui que le thermomètre augmente de 2 degrés à peu près pour que les cultures africaines se retrouvent dans le désastre. Et je pense que face à cela, il est important pour nous de prendre conscience qu'il faut agir parce que l'inaction face à ces fléaux peut entraîner de véritables catastrophes sur le continent. Donc c'est véritablement une exhortation pour appeler les Africains où qu'ils se trouvent, notamment les diasporas, les Africains sur le continent, à pouvoir s'investir ensemble afin de relever les problématiques réelles de l'Afrique. Urgence d'agir. Est-ce que vous pensez quand même que tous les pays africains pourront atteindre le même degré, le même enthousiasme afin de pouvoir agir ici en matière de développement? Bon. Après, je pense qu'il y a plusieurs Afriques. Quand je parle du continent africain, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses selon les zones. Les exigences ne sont pas forcément les mêmes en Afrique australe qu'en Afrique centrale. Les exigences ne sont pas les mêmes en Afrique centrale plutôt qu'en Afrique de l'Ouest. Et je pense que chaque zone du continent doit pouvoir identifier les urgences qui sont les siennes. Et c'est en fonction de ces urgences qu'elle doit agir et prioriser son action.
il y a un deuxième point dans cet ouvrage qui est celui de pouvoir oser. Je pense qu'il revient plusieurs fois dans Oui. l'audace. Est-ce qu'il y a absence d'audace jusqu'ici de la part, par exemple, des décideurs politiques ou des décideurs africains? Parce que c'est un appel que vous lancez ici, Oui. plutôt politique ou plutôt à toute Bon, la génération? après, quand je parle d'audace ou d'oser, je ne m'adresse pas particulièrement au pouvoir public ou aux politiques, parce que je pense que cette question concerne tout le monde. C'est-à-dire que chaque Africain, c'est une question, j'aurais aimé dire que c'est une question de patriotisme africain ou de panafricanisme. C'est-à-dire que chacun de nous doit se sentir responsable de la situation de l'Afrique. C'est-à-dire que nous devons être capables de créer les conditions pour pouvoir prévenir ce qui nous menace. Et par rapport à ça, nous n'avons pas besoin d'attendre forcément que les pouvoirs publics puissent agir ou que les politiques puissent décider. Je vais vous donner un exemple simple. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus le développement de l'agriculture bio, par exemple. Un investisseur qui tout de suite veut se lancer dans l'agriculture, il doit avoir une sensibilité aux questions d'écologie pour se dire je vais m'orienter sur une agriculture bio plutôt que de m'orienter sur une agriculture classique avec des engrais chimiques qui menacent l'environnement. Donc c'est une question de responsabilité individuelle africaine. C'est-à-dire que nous devons prendre conscience des challenges et des défis qui sont les nôtres, et par rapport à ça, nous devons pouvoir adopter un comportement ou un réflexe qui intègre effectivement ces exigences ou ces urgences. Et par-dessus tout, vous pensez que vraiment on y arrivera? Ou est-ce que faisons un bilan un peu sur le continent africain en termes d'audace. Oui. Parlons d'audace. Est-ce que c'est vraiment le point essentiel qui a souvent manqué afin qu'il y ait une sorte de propulsion en termes de politique? Moi, je pense que la réalité de l'audace consiste à faire autrement que ce qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui des façons de faire qui sont devenues coutumes, des façons de faire qui sont devenues, je dirais même, naturellement répétitives. Et la créativité devrait renverser toutes ces choses. C'est dans ce sens qu'intervient l'audace. L'audace est plutôt située dans la créativité et dans la capacité de créer des nouvelles solutions, des nouvelles optiques qui permettent de faire les choses différemment, de manière beaucoup plus efficace et de manière beaucoup plus ambitieuse. Et outre l'audace également, vous évoquez le leadership, un leadership africain. Je pense que ça va ensemble, parce que pour mener pour mener des actions audacieuses, il faut développer un certain leadership. Et la pertinence du leadership que l'on met en place se répercute directement sur les actions que l'on mène. Aujourd'hui, moi, je pense que l'Afrique a des problématiques qui sont siennes, et ces problématiques doivent interagir avec le reste du monde. Et donc, dans un contexte de ce genre, il faut que les Africains soient capables de mener un leadership international qui permette l'affirmation de l'Africain et aussi la négociation à bon escient de ce qui peut profiter à l'Afrique. Vous allez remarquer que dans les rapports internationaux aujourd'hui, les mieux servis sont ceux qui mènent le meilleur leadership. Le meilleur leadership dans le sens où ils réussissent une véritable affirmation d'eux-mêmes. Et cette affirmation d'eux-mêmes permet à ce qu'ils puissent, comme qui dirait, avoir le bras long un peu partout. Et comment vous définissez le nouveau leadership africain actuellement au XXIe siècle? Bon, le nouveau leadership africain, je pense déjà que c'est un leadership décomplexé, dans le sens où l'Afrique aujourd'hui a les ressources nécessaires, tant intellectuelles, matérielles, humaines, bien que je dis intellectuelles, humaines, pour pouvoir s'affirmer. Pour pouvoir s'affirmer, obtenir ce qu'elle veut. Donc le nouveau leadership africain, c'est un leadership totalement décomplexé, mais qui, d'égal à égal avec les pays du Nord, réussit à pouvoir poser sur la table les véritables problématiques du continent, les véritables problématiques des pays ou des États, et effectivement de pouvoir tirer profit pour le continent. Finalement, on va arriver à un autre point ici, qui est celui de la démocratie. Oui. Une démocratie, vous évoquez cette question de démocratie comme étant... Qui est liée d'ailleurs au leadership. Au leadership, bien évidemment, qui est un réel enjeu ici pour la majorité des pays africains. Oui. Le besoin de démocratie. Moi, quand je lis cet ouvrage, vous le décrivez comme étant un besoin imminent de pouvoir l'appliquer. Mais si je peux déjà y mettre un point. Est-ce que vous pensez toujours que la démocratie soit
le modèle parfait ici? Bon, je dirais en toute sincérité qu'au risque de se tromper, la démocratie n'est peut-être pas un modèle parfait et la démocratie rassure. La démocratie rassure les investisseurs, la démocratie rassure les entrepreneurs, la démocratie rassure, je dirais même les capitaux. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de créer de la richesse. Et cette richesse, pour la créer, il faut promouvoir l'investissement, que ce soit l'investissement national pour chacun des pays, que l'investissement international. Mais dans un environnement où l'instabilité socio-politique, où l'instabilité politique est effectif, il est difficile de voir des investissements importants et sérieux. Et aujourd'hui, je pense que si nous devons créer un environnement attractif et suffisamment attractif pour de grands investissements, nous avons intérêt à stabiliser nos sociétés. Et la stabilité de nos sociétés passe effectivement par la démocratie. La démocratie rassure, et en plus de rassurer, la démocratie favorise une gouvernance saine. Et cette gouvernance saine est effectivement un bel accompagnateur pour permettre aux investissements ou aux capitaux étrangers de pouvoir nous accompagner dans notre développement. La démocratie, actuellement, vue sur un angle africain, est-ce qu'elle connaît quand même des insuffisances? Est-ce qu'il y a... C'est évident. Je ne vais pas faire une satire de la démocratie sur le continent. Nous savons à peu près ce qui se passe à gauche et à droite. Si je dois me situer, je vais prendre l'exemple de l'Afrique centrale parce que c'est à peu près le même cas. Pour la plupart des pays, c'est des jeunes démocraties. Ces jeunes démocraties qui sont arrivées au début des années 90. Nous sommes en train d'appréhender la démocratie, nous sommes en train de l'apprendre. C'est vrai avec beaucoup d'imperfections, mais je pense qu'il faut continuer à faire des efforts, il faut continuer à s'investir et il faut continuer à y croire aussi. Je pense que en s'investissant, nous allons parvenir à une démocratie qui soit mature et qui favorise effectivement la stabilité des pays. Auriez-vous pensé quand même à une alternative autre que la démocratie ici, dans cet angle? Parce que je vois que vous l'avez évoqué dans votre livre. Après, je vous dis une chose. Dans le livre, j'ai souligné quelque chose d'assez particulier. C'est la culture des royaumes et des chefferies. Pour la plupart des gens qui sont nés avant les indépendances, sans pourtant faire un cliché, pour nos aînés qui sont nés avant les indépendances, ils ont baigné dans cet environnement et ont une certaine culture du pouvoir. Et cette culture du pouvoir a été transposée dans la démocratie. Donc je pourrais même dire que la démocratie était même mort-née, si on peut le dire dans ce sens. Parce que les gens qui étaient censés promouvoir la démocratie viennent avec des idées propres à leur culture du pouvoir et de la chefferie. Et c'est pourquoi on voit par exemple aujourd'hui la difficulté pour certains dirigeants de pouvoir s'imaginer ne plus être dirigeants d'État parce que dans nos cultures antiques ou ancestrales, le chef était chef à vie, le chef était sacré, limite le chef avait une portée spirituelle divine. Donc cet héritage de conception de la démocratie, je pense, a une véritable influence sur la conception que certains de nos dirigeants ont de la démocratie. Ce qui fait à ce qu'il est assez difficile pour nombreux de pouvoir s'imaginer vivre la démocratie moderne, si je peux appeler ça comme ça, comme dans les pays occidentaux ou dans les grandes démocraties de ce monde. Après, je me dis, je pense aussi qu'il faut prendre du temps pour que ça s'apprenne, parce que nous avons intérêt, c'est dans notre intérêt, de repenser le pouvoir politique et son exercice. Il faut repenser le pouvoir politique et son exercice pour pouvoir définir véritablement la part des politiques, la part du peuple. Parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que dans certains rapports, dans certains pays, nous avons l'impression que le peuple est assujetti aux politiques, alors que c'est le peuple normalement qui décide de qui doit le diriger. Absolument. Et dans les rapports même entre les dirigeants et le peuple, on a l'impression que c'est le peuple qui doit courtiser les dirigeants plutôt que l'inverse. Et on oublie même, sans le dire, que le peuple oublie même sa capacité à pouvoir faire un vote sanction ou à réprimer un dirigeant qui ne soit pas au rendez-vous de ses attentes. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème, tant dans la conception de la démocratie, il y a un vrai problème dans la conception du pouvoir politique, et il y a un véritable problème dans l'exercice du pouvoir politique. C'est pourquoi il nous faut des leaders, effectivement, qui s'affirment en considérant le fait que la démocratie est un intérêt pour l'Afrique, et comme la démocratie est un intérêt pour l'Afrique, plutôt
que de manipuler les problèmes existentiels, c'est-à-dire que les pays, par exemple, où il y a des hommes plus forts que les institutions, plutôt que de manipuler ce genre de problèmes, développer un leadership ou amener un leadership qui change les cultures, qui change les mentalités, qui change la conception du pouvoir politique et de son exercice. De quoi, par exemple, ici? En s'inspirant du développement, tout simplement. Parce que, comme vous avez dit, on n'a pas eu le temps de revenir dessus, le développement, je ne l'ai pas défini, mais en réalité, le développement est une transformation positive. Une transformation positive, si je peux me limiter à ça. Tant pour les individus, pour les groupes, pour les environnements, pour les pays. C'est le départ d'un point A vers un point B. Mais le départ d'un point A vers un point B en évolution positive. En réalité, c'est ça le développement. C'est pourquoi derrière, vous voyez toutes les théories qui se développent sur le développement intégral. Et autres. En réalité, le développement est un changement de situation en évolution positive. Et quand un leader a ça à l'esprit, il mobilise le nécessaire pour mettre les choses en cadence. Je vais m'appuyer sur un proverbe assez connu qui dit que le poisson pourrit en général par la tête. Ça veut dire que celui qui a la tête, c'est celui qui impulse le temps et la cadence. Et les leaders dont nous avons besoin pour l'Afrique d'aujourd'hui, c'est des leaders qui considèrent les enjeux du développement pour l'Afrique et les définissent en challenge. À ce moment, ça veut dire qu'ils peuvent propulser une certaine dynamique, une certaine musique, un certain temps pour que les choses suivent. Voilà, donc pour vous qui nous suivez, sachez que vous êtes dans Caféine et notre invité est Monsieur Marc-Alain Monteau qui vient d'écrire « Osons le développement ». C'est un ouvrage que vous pouvez déjà retrouver ici sur pas mal ici c'est une production de SOED, donc une maison d'édition congolaise qui produit un Congolais. Que je félicite d'ailleurs au passage, Monsieur Foné Ngombe. Qui est en train de diriger cette maison d'édition. Donc, n'hésitez surtout pas à aller sur le site de SOED Édition afin de commander cet ouvrage que je vous recommande énormément. Et vous allez en avoir pas mal d'idées, pas mal de nouvelles notions. Et je pense que ça peut également ouvrir un grand débat. Pourquoi pas un débat d'idées? Et c'est aussi ça, la magie de Caféine, le débat d'idées. Marc-Alain Monteau, quand on va prendre cet ouvrage, Osons le développement, le circonscrire dans le cas congolais, comment est-ce que cet ouvrage peut être un instrument utile ici pour tous les acteurs? Moi, je dirais tous les acteurs, sans pour autant... D'accord. Moi, je veux dire quelque chose. Osons le développement, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une exhortation. Est une exhortation, je ne dirais pas à la prise de conscience, mais est une exhortation à considérer les urgences qui sont les nôtres, les réalités qui sont les nôtres, les problématiques qui sont les nôtres. Et je pense que le Congo a ses réalités, le Congo a ses challenges, le Congo a ses problématiques. Alors, il faut déjà commencer par identifier et circonscrire véritablement les problèmes congolais. Sans pourtant vouloir faire une satire de ce qu'il en est de la démocratie, des crises socio-économiques, je pense qu'aujourd'hui, si nous devons projeter Osons le développement dans le Congo d'aujourd'hui, nous devons considérer des faits assez importants. Je vais en citer 3. Le premier fait que je citerai dans Osons le développement, c'est d'abord le changement de mentalité et de culture. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, le développement est une culture, est une mentalité. Il faut déjà concevoir le développement pour pouvoir se le fixer et vouloir l'atteindre. Donc, dans le cas congolais, il faut la culture. La culture, c'est-à-dire que il faut que les Congolais s'approprient leurs problématiques. Les Congolais s'approprient leurs problématiques. Cela n'est possible que par un véritable patriotisme. C'est-à-dire que quand nous allons considérer les problèmes de notre pays et que nous allons apprécier l'intérêt d'un développement collectif, ce qui suppose le développement de nos compatriotes, à ce moment, par amour pour notre pays, nous allons déjà commencer à penser à faire des choses qui puissent amener un changement existentiel pour chacun de nous. Donc c'est le premier point, je parlerai de la culture du développement. Il faut que nous puissions adopter cette culture de développement, il faut que nous puissions penser le développement et que nous puissions nous le fixer en objectif. La seconde chose, je parlerai de la démocratie. Notre environnement politique
congolais, je dirais, est infesté aujourd'hui sur les débats des hommes. C'est-à-dire que nous avons déplacé le débat politique sur le débat des hommes. Je vais être assez clair, il y a des gens qui ont pour seul projet politique, Sassou doit partir. Par exemple. D'un côté. Et il y a des gens qui ont pour seul projet politique, Sassou doit rester. Donc ça veut dire que le débat politique congolais se fixe sur la personne du président Sassou Nguesso. Alors que derrière, il y a des véritables problèmes auxquels le Congo est confronté. Plutôt que d'être un environnement de réflexion où se challenge l'intelligence et la pertinence des propositions, l'environnement politique devient un environnement mesquin dans lequel certains font des louanges, d'autres sont dans la contestation, l'invective. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons aller vers un développement, il faut repenser une nouvelle offre politique pour le Congo. Il faut repenser une nouvelle offre politique pour le Congo et il faut ramener le débat politique congolais sur le peuple congolais, ses attentes, ses besoins, ses challenges. Nous avons des véritables problèmes. J'ai du mal à concevoir que dans un pays où la dépendance au pétrole est à environ 70%, plutôt que de réfléchir sur les moyens de changer cette dépendance ou de refaire la structure de notre PIB, que les gens passent du temps à parler des personnes plutôt que des idées ou des choses intelligentes, innovantes, qui peuvent amener notre pays vers son essor. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, les crises conjoncturelles et tout ce que vous voulez, le véritable problème aujourd'hui, c'est que les défis de ce siècle sont des défis de l'intelligence. Ce sont les plus intelligents qui tirent leur épingle du jeu. Donc si, plutôt que d'aller vers l'intelligence ou de se livrer à l'exercice intellectuel, nous avons choisi le raccourci de parler de la pérennité du président ou de son départ, c'est normal. Donc le deuxième point, je parlerai de la démocratie. La démocratie, il faut revoir la démocratie congolaise, il faut la repenser et la remodeler, si je peux dire ça comme ça. Le troisième point, je parlerai plutôt de, comment dirais ça, de la volonté politique, si on peut appeler ça comme ça. La volonté politique, oui, si on peut appeler ça comme ça. La volonté politique. Il faut que les hommes politiques congolais, les hommes d'État, puissent avoir une idée claire de ce qu'ils veulent faire du Congo, de où ils veulent mener le Congo. Aujourd'hui, quand on discute avec beaucoup de nos compatriotes, on se rend compte que la culture du travail bien fait a quasiment disparu. La culture de l'excellence. De l'excellence. On est beaucoup dans le contentement. Oui, ça a été fait, oui. Et je pense que ce manque de volonté politique de pouvoir définir des objectifs clairs et efficaces empiète sur la vision du peuple et des compatriotes. Les gens, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens sont dans le contentement. Mais un peuple qui est dans le contentement ne peut pas réaliser des prouesses. Parce qu'il ne se fixe pas d'exigence à lui-même et il ne se fixe pas de challenge personnel. Alors que nous sommes dans un monde dynamique, de plus en plus dynamique, avec la mondialisation, la globalisation, les économies les plus fortes absorbent les plus faibles. Et ce n'est que la compétitivité qui peut nous aider à pouvoir continuer d'exister ou à nous développer. Mais dans un environnement de contentement, il est difficile que nous puissions nous développer. C'est pourquoi, comme nous sommes en train de projeter osons le développement dans le Congo, vous allez remarquer qu'à un endroit, j'ai beaucoup parlé de la qualité des ressources humaines. La qualité des ressources humaines, parce que nous voyons qu'il y a une forte fuite des cerveaux sur le continent du fait que les gens aspirent à un bien-être social ou individuel, ce qui est un véritable déficit pour notre continent, parce que nous avons besoin de ces intelligences pour pouvoir développer notre continent. Et la qualité des ressources humaines est donc un maillon très important pour le développement du continent ou d'un pays. Sur ce point, je pense que vous avez aussi évoqué la question des diasporas, l'importance des diasporas. Ici, parlons de la diaspora congolaise aujourd'hui. Pour vous, comment pourrait-on utiliser cette diaspora à bon escient ou comment cette diaspora pourrait se sentir? Parce que il semble se faire ressentir des frustrations au sein de cette diaspora. D'accord. Bon, moi, le débat sur la diaspora est un débat que j'ai souvent abordé avec beaucoup de compatriotes, mais je pense qu'il faut resituer la question de la diaspora congolaise. La resituer à quel niveau? Il faut déjà se poser la question, en général, quelles sont les motivations des Congolais quand ils décident de quitter leur pays pour aller s'installer à l'étranger?
Parce qu'il y a beaucoup de comparaisons, tous azimuts qui se font. Oui, la diaspora malienne a fait ci, la diaspora sénégalaise fait ci, la diaspora libanaise. Alors qu'il y a un vrai problème culturel. Il y a des peuples qui, culturellement, déjà sont commerçants. C'est-à-dire qu'ils ont même la capacité de sortir, aller dans d'autres pays pour aller gagner de l'argent, renvoyer dans leur pays. On connaît les peuples, les Libanais, les Sénégalais, les Maliens. C'est déjà culturel. On ne peut pas attendre de la diaspora congolaise ce qu'on attendrait de la diaspora malienne ou de la diaspora libanaise. Parce que les aspirations de s'installer à l'étranger ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, quand un Congolais va s'installer à l'étranger, vous allez remarquer, certains vont s'installer pour des raisons professionnelles, mais en réalité, ces raisons professionnelles se rapportent à un développement personnel. D'autres, c'est parce qu'ils étaient partis pour des études. Après les études, ils ont estimé qu'il fallait y rester. D'autres, ils sont parce que le travail, c'est-à-dire le personnel d'ambassade, le personnel diplomatique. D'autres, ils sont pour des raisons médicales. Donc, ça veut dire que notre diaspora est assez complexe. Par contre, ce que je pense qui peut être intéressant pour la diaspora qui est la nôtre, c'est pas forcément de demander un investissement dans le sens de l'entrepreneuriat. Parce que sans se cacher, nous savons que la diaspora congolaise fait beaucoup sur ce qui est du social. D'aucuns envoient un parent retraité qui ne touche pas sa pension, d'aucuns envoient des médicaments à un parent malade. Sur le plan social, la diaspora fait énormément. Après, sur le plan économique, le profit que nous pouvons tirer de la diaspora aujourd'hui réside sur les politiques que nous pouvons mettre en place. Moi, je propose, par exemple, une politique à mettre en place, c'est le partage d'expérience. Le partage d'expérience, d'intelligence et de technologie. Aujourd'hui, les Congolais qui sont à l'étranger, pour nombreux, ils travaillent. Et peu importe les secteurs d'activité dans lesquels ils travaillent, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à faire profiter au pays. Ça veut dire que si nous mettons en place un plan de transfert de connaissances, comme j'ai dit, de transfert de technologie, de transfert d'intelligence, déjà, nous pouvons mettre notre diaspora à profit pour notre pays, sans pourtant attendre que tout le monde soit entrepreneur. Parce que l'on n'est pas entrepreneur qui le veut. On ne s'improvise pas non plus entrepreneur. Après, c'est vrai qu'il y a des petites activités entrepreneuriales que les gens vont avoir un taxi et tout, c'est dans nos réalités. Quelqu'un qui est en France, il a un taxi au pays, un bus. Mais en réalité, c'est des bricoles, en fait. C'est des bricoles. Et puis, vous allez vous remarquer parfois derrière, le seuil de retour sur investissement n'est même pas atteint. Vous allez investir 5 000 € dans un taxi, le temps que le taxi puisse tourner. Parfois, il va tomber en panne par l'usure des routes ou par le manque de sérieux du chauffeur, avant même que vous ayez récupéré vos 5 000 €. Donc moi, je pense qu'il faut regarder la collaboration de notre diaspora autrement que seulement sur l'entrepreneuriat ou l'investissement. Et je pense que le partage d'expérience, le partage de technologie, de connaissances peut être un maillon important à développer avec notre diaspora. Et ça peut même derrière créer des opportunités d'emploi, des opportunités de développement. Parce que je pense que ce que nous faisons en Occident ou en Europe, nous avons la possibilité de pouvoir le ramener dans notre pays. Alors, en parlant d'expérience, vous avez aussi une certaine expérience ici, parce que quand on vous entend parler, on sent que vous avez ici une perception comme étant un homme politique. Est-ce qu'il y a une intention politique derrière cette intention d'avoir écrit déjà cet ouvrage, ou vous avez d'autres ambitions ici qui sont dues au fait que vous avez eu aussi une petite touche, parce que vous êtes un acteur politique, il faut le dire. D'accord. Bon, moi, je pense, en toute sincérité, que l'engagement politique est d'abord un engagement républicain, un engagement citoyen, dans le sens où on s'intéresse à la politique parce qu'on s'intéresse à ce qui se fait dans le pays, on s'intéresse à ses compatriotes, on s'intéresse à la société dans laquelle on vit. Alors, je ne sais pas s'il est possible de dissocier la politique de ce que nous faisons tous les jours. Parce qu'en réalité, ce que nous faisons implique notre vision de la société, notre envie de changer les choses, notre envie de faire des choses, au-delà de changer, parce que les choses, on ne les change pas toujours, on peut juste les faire. Et le fait que nous avons une volonté de faire les choses pour les autres, avec les autres, dans notre société, je pense que c'est déjà une intention politique. Et cette intention, après, il faut la structurer, il faut lui fixer des objectifs, il faut lui donner vie.
et donner corps. Voilà, donner vie et donner corps. Oui. Et Marc-Alain Montaut, aujourd'hui, les défis, c'est aussi une jeunesse africaine. Parce Oui. qu'il faut le dire, tout se consacre sur cette jeunesse. C'est une jeunesse aujourd'hui qui a plus ou moins des jeunes de 25 ans, une grande masse également. Quels sont les réels défis pour cette jeunesse? Il faut le dire. Bon, les défis pour cette jeunesse, je pense qu'il faut les situer déjà au niveau de la qualification. Il faut être capable de qualifier cette jeunesse parce que cette jeunesse représente des ressources humaines. Et ces ressources humaines, quand elles sont de qualité, elles peuvent favoriser le développement et l'essor du continent. Alors, le véritable défi, avant même l'employabilité ou avant les questions de chômage, je pense que les véritables défis pour notre jeunesse, c'est de la qualifier. Il faut qualifier notre jeunesse. Nous ne sommes pas capables de donner peut-être un emploi à tout le monde, mais nous sommes capables de donner une qualification à tout le monde. Donc il faut que nous puissions nous mobiliser, nous donner les moyens pour pouvoir qualifier notre jeunesse. Et je dirais la même chose sur le Congo. Au Congo, aujourd'hui, vous allez remarquer que 65% de la population a moins de 45 ans, mais toute cette jeunesse, il faut la qualifier. Il faut la qualifier pour qu'elle soit disponible sur le marché du travail quand les opportunités se présentent et pour qu'elle soit capable de mobiliser effectivement ses qualifications pour être opérationnelle sur le marché du travail. On commence par où pour pouvoir la requalifier? Parce qu'aujourd'hui, semble-t-il peut-être qu'on utilise le même système, on utilise le même logiciel. Qu'est-ce qu'il faudrait réformer ici pour avoir une jeunesse plus... Il faut déjà identifier les défis qui sont les nôtres et les challenges qui sont les nôtres. Il faut se projeter en fait pour qualifier une jeunesse. Quelle est l'optique dans laquelle on veut partir? Quels sont les métiers de demain? Quelles sont les opportunités qui se présenteront à nous? Et sur la base de ça, on fait une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et en faisant cette gestion prévisionnelle, on peut situer qu'il faut mettre un accent particulier sur tel métier, mettre un accent particulier sur telle formation, mettre un accent particulier sur telle expérience professionnelle. Je reviens sur le livre, Osons le développement. J'aime ce mot, l'urgence d'agir. Oui. Dans le cas congolais ici, l'urgence d'agir, s'il fallait le faire en quelques points. Parce que moi, je vous prends au mot. Dans les cas pratiques. Vous allez m'amener à sortir, à dérouler. En ce moment, nous avons travaillé sur un projet, je dirais un projet de société qui s'appelle Horizon Nouveau. Horizon Nouveau est un projet dans lequel nous faisons des propositions sur les véritables challenges de notre pays, de notre peuple, de notre société. Et dans ce programme que j'inviterai les Congolais à lire très bientôt, parce que nous allons le divulguer, vous pourrez voir quelles sont les pistes que nous préconisons pour pouvoir donner une réponse à la réalité professionnelle ou à l'employabilité des jeunes au niveau du Congo. Donc, sans pourtant... C'est dire que nous allons découvrir... Vous nous gardez de belles surprises pour les jours à venir. Bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça belle surprise, mais nous avons travaillé par amour pour notre pays, par amour pour notre peuple. Nous avons travaillé sur un projet qui s'appelle Horizon Nouveau, donc nous allons le révéler. Parce que le but n'est pas de le garder d'ailleurs, parce que ce sont des pistes que nous proposons de manière concrète, spécifique, parce que nous pensons que le Congo... Il faut penser un modèle spécifique, un modèle de développement spécifique pour le Congo, en fonction de ses réalités, en fonction de ses attentes. Donc, Horizon Nouveau est un projet de société qui repense les problématiques, je précise encore, spécifiques du Congo et qui propose des axes de solutions. Des axes de solution. Effectivement, c'est ce qui est très important pour le continent africain. Sachez que s'il n'y a pas un débat, un échange d'idées ici, le continent aura du mal à avancer. Et nous, dans Caféine, nous recevons des hommes, des femmes qui apportent des idées et également qui rentrent dans le cadre ici d'un échange d'idées également. Pourquoi pas pour une confrontation d'idées, un choc d'idées, comme ça se dit d'habitude. Marc-Alain Montaut, comment faut-il expliquer le livre en général? Parce qu'on va pratiquement vers la fin concernant pratiquement l'ouvrage, mais comment vous pouvez parler de cet ouvrage à un citoyen lambda, osons le développement? Je vais vous parler je vais vous dire une petite anecdote. En septembre 2019, nous avons organisé à Reims une conférence débaptisée CIPEA, Conférence internationale pour plus d'engagement au profit de l'Afrique.
Et pendant cette conférence, nous avons eu un objectif majeur, c'était de sensibiliser les diasporas africaines à pouvoir véritablement créer un pont entre le continent et l'Europe, notamment la France de manière spécifique. Donc cette conférence répondait à un appel lancé par le président Emmanuel Macron qui véritablement voulait initier ce pont entre les diasporas et la France. Et lors de cette conférence, nous avons ciblé les étudiants. Pourquoi nous avons ciblé les étudiants? Parce que les étudiants sont la relève de demain. Et nous avons organisé cette conférence en partenariat avec Sciences Po Reims. Et les étudiants, donc les étudiants africains de Sciences Po ont pris part à cette conférence et les exhortations ont été portées par certains intellectuels, certaines personnes du monde de la culture. Mais nous avons de manière spécifique, en collaboration avec La République En Marche, fait venir 3 députés issus des diasporas, donc français issus des diasporas, qui ont expliqué en réalité l'intérêt pour nous les Africains, de pouvoir penser à notre continent. Et cet intérêt doit, au-delà des simples mots, se traduire dans les écrits. Donc c'est dans ce sens que ce livre a été écrit. Osons le développement, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une véritable exhortation en fait. Nous exhortons les Africains, où qu'ils se trouvent, à pouvoir se saisir des problématiques de l'Afrique, à pouvoir considérer les urgences de l'Afrique, à pouvoir considérer les opportunités de l'Afrique, mais aussi avoir un regard sur les différentes menaces. Donc à ce titre, nous avons pensé qu'il faut écrire. Il faut écrire. Comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. En écrivant, nous avons mis en relief ce que nous préconisons pour ce problème qui pointe à l'horizon en Afrique, notamment, vous savez, dans 20 ans, 25 ans, l'Afrique va connaître encore une explosion démographique, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est une opportunité, parce que ça représente un véritable marché, mais qui est aussi une menace, parce que si nous ne sommes pas capables de pouvoir nourrir simplement, par exemple, toute cette population, ce sera de véritables catastrophes, des crises alimentaires et autres. Donc, il fallait écrire ça pour que les différents compatriotes africains prennent le soin de lire, de considérer ce qui est dit, d'apprécier la pertinence de la sensibilisation et de pouvoir se mettre en action pour pouvoir faire quelque chose. Faire le pont entre les diasporas et le continent africain, c'est aussi l'un des objectifs de l'association Kimia, dont vous êtes le président un peu. Outre cet objectif de faire le pont, d'être le pont ou bien de faire la promotion des activités qui peuvent créer un pont entre... Que fait exactement Kimia Kimia, si vous lisez notre action, Kimia mobilise les engagements au profit de l'Afrique. C'est-à-dire que nous faisons un travail, je dirais, de lobbying. Nous identifions les opportunités pour le continent, nous identifions ce qui se fait et nous considérons en fonction de nos 8 axes d'action les créneaux sur lesquels nous pouvons intervenir. Intervenir dans quel sens? Nous permettons la mise en relation, c'est-à-dire que si nous savons qu'il y a telle activité qui se fait ou telle association ou organisation essaie de faire quelque chose, nous pouvons mettre en relation en fonction de notre réseau ou de notre réseau de partenaires ou de ce que nous savons. Donc nous faisons la mise en relation, nous faisons de l'accompagnement, parce qu'il y en a qui ont besoin d'accompagnement. Nous faisons, en plus de l'accompagnement, nous faisons de la sensibilisation aussi. Donc en gros, ce sont les 3 activités récurrentes que nous faisons au sein de l'association Kimia. Mais le but étant de mobiliser le maximum d'engagement possible au profit du continent. Par-dessus tout, vous avez aussi cette casquette, parce que vous êtes consultant en business développement. Oui. Et le business développement est-il prometteur ici pour le continent africain? Oui, effectivement. En réalité, le business développement consiste à accompagner les entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires ou leur profit, pas leur chiffre d'affaires, leur profit. Cela part de l'organisation managérielle aux différentes politiques commerciales ou au positionnement commercial. Et aujourd'hui, je pense que les entreprises ont besoin d'être de plus en plus compétitives pour être performantes. L'Afrique des incubateurs?
Oui, oui, l'Afrique des incubateurs. Vous Moi, y j'y crois. croyez? Moi, j'y crois. J'y crois fortement. Je crois en l'Afrique des incubateurs parce que je pense que l'Afrique est un marché qui a beaucoup d'opportunités. Mhm. Beaucoup d'opportunités. Et il suffit de voir comment la classe moyenne se développe sur le continent pour voir qu'il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font et qui devraient continuer à se faire. Du coup, vous recevez toujours les demandes hein, pour tous ceux qui veulent vraiment être coachés, c'est bien Bon, c'est cela. pas gratuit. Hein. Après, Mais bien évidemment que c'est toujours oui, c'est pas moyennant. gratuit. C'est Oui, moyen. ici, oui, c'est vrai qu'ici sur le. Après, je pense que c'est culturel aussi. Hein. C'est Mhm. culturel. Le business développement, c'est culturel Mhm. parce que pour solliciter les services d'un business développeur, il faut déjà comprendre l'intérêt. Mhm. Comprendre l'intérêt. Et vous savez que c'est pas des sciences exactes, c'est des sciences humaines. Donc l'appréciation de l'intérêt de payer une personne pour se faire accompagner ou pour refaire le développement structurel de son entreprise, il faut déjà avoir la culture et le comprendre. Bon, en Occident, ici, c'est un peu plus facile parce que les gens comprennent, ils ont cette culture. En Afrique, de plus en plus, les gens commencent à appréhender la chose et ceux qui ont les moyens sollicitent. Voilà, donc pour vous qui nous suivez, en tout cas, sachez que vous êtes dans Caféine et cet entretien est un entretien assez riche que vous retrouverez dans notre émission. Marc-Alain Montaut, ici nous arrivons pratiquement à la fin de ce bel échange, en tout cas, face à la caméra, en tout cas, qu'est-ce que vous pourrez bien dire à tous ceux qui liront cet ouvrage, qui ne l'ont pas encore lu, du moins, qui le liront également, quelles sont vos convictions, comment vous faites pour susciter l'envie afin que ces gens puissent lire cet ouvrage, s'en approprier et pourquoi pas un mot dans l'ensemble pour le Congo, notre pays, le Congo, ce pays riche et pour le continent africain. Bon, moi, je dirais que dans Osons le développement, nous avons essayé d'apporter notre pierre à l'édifice. Quel édifice? L'édifice de reconstruction ou de construction de l'Afrique. Et j'aimerais inviter chacun, selon l'opportunité qui vous sera présentée, de parcourir ce livre, parce que ce livre est une sorte d'enrichissement. C'est vrai que c'est une exhortation, mais dans le but d'enrichir l'intérêt pour notre continent de se développer. J'aurais aimé être un chantre du panafricanisme pour dire que nous inscrivons dans une optique de panafricaniste engagé, mais j'aimerais être modeste pour dire que nous avons considéré l'intérêt pour notre continent d'être porté par ses enfants, par ses fils, par ses filles. Et considérant l'intérêt d'être porté par ses fils, par ses filles, nous pensons qu'il faut que chacun de nous, selon l'opportunité qui lui est offerte, puissions apporter une réflexion, un travail intellectuel qui puisse contribuer à ce que notre continent puisse se relever et qu'il soit compétitif. Parce que moi, je crois en l'Afrique. Je crois que l'Afrique a sa place dans le concert des nations aujourd'hui et je pense que l'Afrique a le nécessaire pour pouvoir se donner les moyens de s'affirmer davantage, les moyens de compétir et les moyens de se positionner à la place qu'elle mérite. Parce que nous avons beaucoup de talents, nous avons beaucoup de richesses, nous avons beaucoup d'opportunités. Le plus important maintenant, c'est de pouvoir les transformer en profit. Parce que l'opportunité seule ne sert pas à grand-chose. Les ressources ne servent pas à grand-chose si elles ne sont pas transformées en profit. Donc j'exhorte vraiment les Africains, les amis de l'Afrique, à pouvoir lire ce livre, à pouvoir s'approprier le message en fonction de l'appréciation qu'ils porteront sur ce qui est écrit. Et ensemble, comme ça, en mélangeant, en apportant chacun un peu de contribution, nous allons enrichir une véritable vision, une stratégie pour notre continent. Et je pense que ce n'est qu'à ce titre qu'il connaîtra un véritable essor et qu'il sera positionné comme il le mérite. Marc-Alain Montaut, et pour finir, vous parlez des élections en Afrique. Est-ce que c'est aussi là un point de départ pour vous? Est-ce que c'est une intention aussi de pouvoir être peut-être candidat aux élections en Afrique? En Afrique, au Congo, vous voulez dire? Au Congo. D'accord. Bon, je pense que c'est avec beaucoup d'intérêt que nous mûrissons la question sur le scrutin présidentiel en République du Congo, parce que en mars prochain, donc dans 2 mois et demi à peu près, le 21 mars,
les Congolais seront appelés à se rendre aux urnes pour choisir effectivement la destinée qu'ils souhaitent offrir à leur pays. Et ce n'est pas qu'une élection sur le choix du futur président, mais c'est une élection qui porte aussi sur la destinée que les Congolais souhaitent donner à leur pays. Nous considérons avec beaucoup d'intérêt cette question. Et à ce jour, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, mais je peux vous dire que nous considérons avec beaucoup d'intérêt la question. Et puis, au moment opportun, je pense que nous donnerons la réponse que nous aurons pensé être la plus appropriée aux différentes sollicitations sur la question. Voilà, c'était le mot de la fin de notre invité. Appropriez-vous cet ouvrage, en tout cas, je vous le recommande. En tout cas, vous aurez en dessous, ici, le site à travers lequel vous pouvez faire la commande de cet ouvrage, en tout cas qui est très recommandé. Vous aimez le Congo, n'hésitez surtout pas, osez le développement, mais osez aussi acheter cet ouvrage de Marc-Alain Manteau, qui était notre invité spécial, pour le dire, le premier pour cette année. Nous osons croire que c'est un signe de grâce, un signe de chance. En tout Merci. Cas, pour vous qui nous Tout suivez, l'honneur est pour moi. Je tiens à vous remercier. En tout cas, retrouvez-nous sur Caféine, Marvin Loti Lutonadio, Caféine sur YouTube, sur la chaîne YouTube et sur www.congocafé.com. Marc-Alain Manteau, en tout cas, merci d'avoir été les nôtres. Le plaisir est partagé. Le rendez-vous est pris pour peut-être dans quelques mois. Dans quelques mois, certainement. En tout cas, merci à vous tous qui nous suivez et merci à toute l'équipe. Je salue Thierry Loukoussa à la réalisation. Je salue Lucille Niemwe qui est la directrice de production de Caféine. Je salue Harlem Tamwe Moufongol qui est le VCO de Congo Café. Je n'oublie pas tous ceux qui nous soutiennent au quotidien. Marien Fonegombe avec les ateliers citoyens du Congo et également SoAid Édition qui est une maison d'édition 100% congolaise. Et le produit est à votre portée. Osons le développement, osons également oser Caféine. Voilà, merci beaucoup.